Chers amis, merci d'être là pour cette séance remarquable, donc dédiée à la chirurgie dentaire. Et nous remercions bien sûr ceux qui ont contribué à cette organisation, en particulier Michel Jourde, le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Et cette séance sera coprésidée par Michel Legence, l'actuel président de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Comme il est de tradition, on a quelques éléments d'information un peu génériques. L'activité de notre académie est de plus en plus forte. Les séances de l'académie sont de plus en plus suivies, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et il y a lieu de se féliciter aussi de la qualité extraordinaire de chacune des séances qui abordent des domaines de renouvellement des connaissances dans pratiquement toutes les disciplines chirurgicales. Et c'est vraiment une des missions fortes de notre académie, d'être une veille sur l'innovation et la recherche, et en même temps l'état actuel de la pratique de nos collègues. Voilà, les autres éléments d'information, nous préparons des grands événements tout au long de l'année. En particulier, on a 3 grandes séances, 2 séances délocalisées et l'une qui aura lieu ici à Paris, dans ces lieux et dans le réfectoire des Cordeliers qui est juste à côté de l'amphi Cruvellier. Donc le premier grand événement va avoir lieu incessamment sous peu, le 24 juin à Strasbourg. Au sein même du CHU de Strasbourg, d'une part le matin, sur un thème que nous avons voulu être un des signes de notre équipe de cette année, c'est-à-dire on consacre une matinée à la problématique de la féminisation des métiers de la chirurgie en France et en Europe. Et ce sera piloté par des grands chirurgiens femmes de notre assemblée, mais qui aussi ont présidé à un grand nombre de services dans tous les domaines de la chirurgie. Et l'après-midi, à Strasbourg, il y aura aussi un point extrêmement intéressant sur l'état actuel de la chirurgie mini-invasive robotique par l'équipe la plus prestigieuse qui exerce dans ce domaine en France depuis longtemps, qui est l'IRCAD, donc présidée par Jacques Marescot, qui est notre premier de cordée de la discipline en matière de robotique chirurgicale. Voilà, ça c'est pour le 24 novembre. C'est encore possible que vous y assistiez. Le 24 juin, pardon. Le 24 juin, merci mon secrétaire général. Et donc, le 24 juin, vous pouvez y assister en vous inscrivant en ligne. Les séances seront bien sûr retransmises en direct et en différé sur Internet, sur les sites de l'Académie. La deuxième grande séance délocalisée aura lieu à Amiens. Alors ça vous concerne plus particulièrement peut-être les chirurgiens de la sphère orale, puisque c'est une réunion qui aura lieu le 28 octobre à Amiens, avec 2 grandes thématiques, la simulation en santé. Vous savez qu'à Amiens, il y a le premier grand centre de simulation en santé exceptionnel, qui donc couvre quasiment tous les domaines de l'exercice sanitaire, aussi bien médical et paramédical, et formation, c'est extrêmement riche. Et il y a un deuxième temps aussi très important sur l'Institut Fairface, pardon, c'est pas Interface, c'est Fairface, qui est présidé par Bernard de Vauchel, qui est que tout le monde connaît, j'imagine ici, qui est le grand patron de la greffe du visage. Et donc, ce sera aussi, je pense peut-être pour vous, une séance qui pourrait vous intéresser. Inscrivez-vous, c'est vraiment très ouvert à tous, et donc ça sera passionnant. Enfin, il y a une dernière séance un peu exceptionnelle qui a lieu donc ici même, donc comme je le disais tout à l'heure, dans le réfectoire des Cordeliers, qui est ce grand bâtiment qui est juste derrière, de l'autre côté, là, dans l'entrée, dans la cour, et qui permet de recevoir environ 300 personnes, et qui va être consacré, comme l'année dernière, aux rencontres internationales de la chirurgie francophone. Et donc, c'est la 2e édition. L'année dernière, on a eu plus de 600 participants, 42 pays, et avec des interventions de très très haute qualité. Donc, ce sera cette année sur 2 thèmes. Un thème, là aussi, qui peut vous concerner, puisqu'il s'agit de faire face aux victimes des grandes catastrophes naturelles et humaines.
en particulier des guerres et du terrorisme. Et donc les gueules cassées, les maxillaires qui disparaissent, et des choses comme ça, dans des explosions, ça vous concerne totalement. Et donc on peut espérer que vous seriez participant. Il faut vous inscrire, préparer des communications sur les sujets, les nouvelles implantologies complexes, hybrides, tout ça, ça pourrait être très intéressant à présenter comme avancée dans ces domaines-là. Évidemment, il y aura beaucoup d'interventions dans le domaine à la fois militaire, civil, logistique, international. Des grandes ONG qui s'occupent de ces problèmes seront présentes, la chaîne de l'espoir et un grand nombre d'autres animateurs de ces problématiques-là. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur, vous voyez, un point sur l'activité. Et bien sûr, nous sommes très heureux de recevoir l'Académie nationale de chirurgie dentaire aujourd'hui. Mais avant, comme c'est de tradition, notre secrétaire de séance, Georges Abilaoud, va nous présenter le résumé, la note de synthèse sur la séance de la semaine dernière. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Bienvenue à nos amis et collègues de la chirurgie dentaire chez nous. Je vais essayer d'être très court puisque à chaque fois on se fait taper sur les doigts. Donc on va être assez résumé sur les présentations. La dernière fois, Monsieur le Président Benhamou... On leur tape sur les doigts de manière très virtuelle. Hein, c'est pas du tout... Oui, tout à fait. Il n'y a plus de règlement. Donc notre président était absent la dernière fois puisqu'il était indisposé, un peu contagieux. Un peu contagieux, et c'est l'ancien président, Monsieur Marc, qui avait présidé la séance, et il avait souhaité la bienvenue au professeur Sayed Husseini. C'est un grand chirurgien cardiaque de Téhéran qui a été formé à la Pitié-Salpêtrière par le professeur Iraj Granjbak, donc qui est venu assister à la séance précédente qui concernait un petit peu aussi son domaine. Cette séance a été démarrée par l'histoire de la thrombolyse par le docteur Dané Thierry. L'activateur tissulaire du plasminogène, produit par recombinaison, le RTPA, est devenu la référence pour la reperfusion coronaire et ensuite le premier traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu, diminuant l'invalidité résiduelle. C'est dans ce cadre que la thrombolyse a transformé le traitement des occlusions en permettant une reperfusion rapide. Les bénéfices de la reperfusion sont d'autant plus importants quand cette dernière est réalisée de manière précoce. Avec l'évolution des systèmes de soins qui sont devenus de plus en plus adaptés pour assurer un diagnostic et une prise en charge précoce et spécialisée, la thrombolyse constitue actuellement la pierre angulaire des stratégies thérapeutiques évolutives de reperfusion vasculaire. La deuxième présentation a été faite par le professeur Olivier Sanchez, le patron de l'HEGP, qui s'occupe en particulier du traitement des embolies pulmonaires extrêmement graves, menaçant la vie. En effet, donc le professeur Chancel Olivier, qui coordonnait cette séance, a parlé de l'embolie pulmonaire grave, qui était définie par la présence d'une instabilité hémodynamique. Elle représente 3 à 4% des patients avec une embolie pulmonaire et est grevée d'une importante mortalité précoce, 30 à 40% et jusqu'à 70% en cas d'arrêt cardiaque. Les objectifs thérapeutiques sont le rétablissement d'une hémodynamique efficace et la désobstruction du lit vasculaire pulmonaire. La thrombolyse systémique combinée aux anticoagulants est indiquée en première intention en l'absence de contre-indication absolue. Elle permet une réduction de la mortalité au prix d'une augmentation acceptable des complications hémorragiques. La thrombolyse peut être administrée à faible dose in situ par un cathéter en association avec des ultrasons, nouvelle technique en cours d'essai. Elle réduit la dilatation ventriculaire droite, mais demeure associée à un risque hémorragique dans certaines publications. Son utilisation doit faire l'objet d'une évaluation prospective dans le cadre d'un essai randomisé. À l'issue de cette présentation, plusieurs questions et commentaires, notamment par Philippe Marr, qui a voulu savoir un peu plus sur les modalités d'action des ultrasons, et la réponse était que c'était des ultrasons à haute fréquence produisant un échauffement local permettant avec les thrombolytiques une action combinée au niveau du thrombus. Pourquoi un risque hémorragique un peu plus élevé? Ce risque est plus important dans le registre multicentrique, alors qu'à l'HEGP, ils ont eu juste un épistaxis sur une grande série.
Donc effectivement, il existe un risque de saignement, que ce soit local au niveau fémoral ou à distance, comme par exemple une hémorragie intracérébrale signalée par certaines équipes. Le président Benamou, via Zoom, donc le coût et le remboursement de ces nouvelles technologies qui restent assez préoccupants au niveau des coûts surtout. Donc c'est des dispositifs qui sont très coûteux. Donc 1 500 € la sonde écho et parfois il faut en utiliser plusieurs, ce qui limite l'accessibilité de la technique. Et finalement, l'indication de ces techniques innovantes pour le professeur Sanchez, c'était surtout les malades les plus graves avec une contre-indication à la thrombolyse ou chez des patients moins graves mais chez lesquels un risque hémorragique serait vraiment à éviter. Mais on reste toujours dans l'absence de validation par études prospectives qui vont être bientôt en cours. Jacques Beaulieu a signalé un sujet assez intéressant qui m'a semblé assez intéressant sur l'absence de thrombose veineuse post-opératoire chez les patients asiatiques, puisqu'il pratiquait pas mal de chirurgie en Asie du Sud-Est. Donc aucune prophylaxie pour la thrombose veineuse et les embolies pulmonaires n'était donnée chez ces patients. Un élément de réponse était le fait que possiblement la présence d'une mutation du facteur 5 qui est très fréquente dans la population caucasienne, mais ce n'était pas vraiment un élément de réponse assez convaincant. La chirurgie en soi étant un facteur de risque majeur de la thrombose, on a évoqué aussi les facteurs climatiques et même les facteurs nutritionnels, puisque même au sein de l'Europe elle-même, les pays scandinaves étaient moins concernés par les thrombophlébites que les pays comme l'Italie ou la France. Est intervenu par la suite le professeur Amada Sophie, qui est la chef de service de réanimation à la HEGP, sur la place et la gestion de l'ECMO dans l'embolie pulmonaire grave. Le support mécanique cardio-pulmonaire, dont ECMO fait partie, devient de plus en plus une modalité de prise en charge des embolies pulmonaires graves. La circulation extracorporelle permet une assistance circulatoire et respiratoire avec une restauration d'une perfusion tissulaire, une oxygénation et une décarboxylation, et une augmentation de la perfusion coronaire. La mise en place de la stratégie thérapeutique se fait en amont de l'arrivée du patient, lors de son transfert par le SAMU, pour assurer la meilleure prise en charge lors de son arrivée sur site. Dans tous les cas, l'ECMO présente un bénéfice lors de la prise en charge en urgence, et cela, quelle que soit la modalité technique de désobstruction par la suite. Le professeur Achou Paul, qui est le chef de service de la chirurgie cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui a pris la succession du professeur Fabiani, a évoqué la thrombectomie chirurgicale. Il considère que l'embolie pulmonaire massive est une urgence vitale avec 70% des décès survenant à la première heure. L'approche non chirurgicale reste la première ligne de traitement. L'embolectomie chirurgicale devenue possible grâce à la circulation extracorporelle est réservée aux embolies pulmonaires massives ou submassives avec contre-indication à la thrombolyse ou en cas d'échec de la thrombolyse. La mortalité chirurgicale a baissé significativement avec le temps et semble être liée au fait que les patients chirurgicaux soient plus graves, et les meilleurs résultats sont observés dans les centres à haut volume traités par une équipe multidisciplinaire. C'est une recommandation 2A actuellement. Et finalement, le professeur Sapoval-Marc est intervenu pour parler de la thrombectomie percutanée. Le traitement des embolies pulmonaires graves, qui est radiologue vasculaire. Le traitement des embolies pulmonaires graves est aujourd'hui possible avec des techniques de désobstruction percutanée. Celui-ci consiste schématiquement en un système d'aspiration mécanique avec un large cathéter qui permet d'extraire les thrombus proximaux et distaux. L'intervention totalement percutanée par voie fémorale peut être réalisée sous anesthésie locale avec l'aide d'une circulation extracorporelle temporaire de soutien permettant de stabiliser le patient en cas de défaillance hémodynamique par cœur pulmonaire droit aigu. Les premiers résultats publiés sont très positifs avec un succès très fréquent et peu de complications. Les indications actuelles sont les embolies pulmonaires graves à haut risque et en raison de son coût surtout, elle est réservée plus particulièrement aux patients ayant une contre-indication ou un échec de la fibrinolyse. Donc en question commentaire, le professeur Mar
a demandé l'indication la plus fréquente à gravité comparable entre la thrombectomie chirurgicale ou la thrombectomie percutanée. La réponse était que si techniquement elle était faisable et en l'absence de contre-indication, par exemple un clot in transit dans l'absolu, il faudra favoriser la technique percutanée. Cette technique ayant une courbe d'apprentissage rapide. Olivier Sanchez a insisté sur le fait qu'il fallait affiner les indications et garder la prise en charge dans des centres assez spécialisés pour que les patients puissent bénéficier de l'ensemble des possibilités thérapeutiques. Paul Lachou a insisté encore une fois sur le fait qu'il fallait soigner les patients par la technique la moins invasive possible quand cela était faisable et que les malades qui seront opérés sont ceux récusés pour la thrombectomie percutanée. Finalement, notre vice-président Pascal Richman, a demandé est-ce que la technique percutanée ultrason plus fibrinolyse allait disparaître du moment où la thrombectomie percutanée était présente. La réponse était que la thrombolyse locale in situ a un mécanisme d'action qui est moins rapide et donc dans certains cas, il fallait aller au plus vite et faire de la thrombectomie percutanée par aspiration plutôt que la thrombectomie par ultrason et fibrinolyse. Et je vous remercie. Voilà, ça marche. D'abord, monsieur le secrétaire, merci de la densité de cette présentation, cette fois vraiment remarquable, très précise, qui laisse véritablement place à une synthèse et à une compréhension du débat qui a eu lieu, qui est un débat extrêmement complexe, où on sait que l'organisation actuelle du système de soins pour traiter correctement les embolies pulmonaires graves, c'est-à-dire mortelles, potentiellement mortelles, à haute fréquence, eh bien, ça nécessite vraiment une organisation pluridisciplinaire au niveau même régional, au niveau des territoires de santé en France. En particulier, l'assistance publique hôpitaux de Paris a créé SOS-EP, embolie pulmonaire, et c'est des centres experts comme ceux qui ont été invités, donc celui d'Olivier Sanchez, HEGP, qui en fait capitalisent l'ensemble des cas les plus graves et capables de mettre en place la meilleure stratégie pour chacun des patients qui se présentent. Et on voit que le débat est entre des techniques à la fois extrêmement performantes, mini-invasives, voire non-invasives, comme ultrason plus fibrinolyse, qui est donc quelque chose de non invasif, c'est-à-dire on met une sonde d'ultrason sur le thorax et on détruit les cailloux qui sont dans les veines pulmonaires. Donc c'est extraordinaire. Si c'est pas possible, eh bien on monte des sondes par voie fémorale et on va aspirer les cailloux et on va donc améliorer considérablement la reperfusion. Et pendant ce temps-là, le poumon, le cœur sont en grande détresse et c'est pour ça qu'il faut une circulation extracorporelle pour permettre une oxygénation transmembranaire extracorporelle et non plus, c'est plus le patient qui assure lui-même l'oxygénation de son sang. Et donc c'est ça et donc c'est complexe. Il y a des équipes avec en même temps, on ne fait jamais rien sans risque. Et donc quand on est actif en thrombolyse, on est pro-hémorragique. Et donc sur des patients qui ont des risques variés, âgés, etc., des pathologies associées, ben, ça va devenir un problème. Et comme souvent ces maladies arrivent en post-chirurgical, puisque les embolies pulmonaires, on connaît, c'est un peu malheureusement le cas d'un certain nombre de patients, même malgré une bonne prévention, ça peut arriver. Et donc on voit que c'est un dossier extraordinairement important et qui est en train d'être complètement modifié, muté par l'évolution technologique, à la fois pharmacologique et technique, physique, etc. Voilà. Et la capacité de travailler tous ensemble, chirurgiens, radiologues, thrombolyseurs, pharmacologistes, voilà, c'est un peu, c'est l'état actuel de la chirurgie dans beaucoup de domaines.